Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le bic, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier Méditerranée Métropole. Je m'appelle Bastien et cette saison, c'est moi qui vais vous ouvrir les coulisses des startups. Suivez-moi, je vous emmène à la rencontre des start-upers et start-upeuses qui vont partager leurs aventures et leurs mésaventures entrepreneuriales, leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif ? Vous aider à mieux décrypter l'écosystème startup et vous donner toutes les clés pour réussir votre projet. Bonne écoute. On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul. Dans le fond de ma tête, l'objectif c'était 1 million d'euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bic. Dans les coulisses des startups. L'entrée en bourse est une étape cruciale dans le développement d'une start-up, offrant à celle-ci une visibilité accrue ainsi que des opportunités de financement pour accompagner sa croissance. Cependant, avant de se lancer dans cette démarche, il est essentiel de bien se préparer et de comprendre les enjeux liés à cette décision stratégique. Pour évoquer cette question, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Douat, le CEO de Medincell, une biotech spécialisée dans les produits injectables à longue durée d'action. Il reviendra sur les différentes étapes de l'introduction en bourse et donnera de nombreux conseils à celles et ceux qui souhaitent faire une IPO sur Euronext. Je m'appelle Christophe Douat, je suis le président du directoire de Medincell. Nous transformons la prise de comprimés en une petite injection sous-cutanée qui va diffuser le médicament pendant des périodes très longues. L'avantage principal, c'est d'améliorer ce qu'on appelle l'observance des patients, s'assurer que les patients prennent leur traitement, ce qui est la priorité numéro 1 de l'OMS. À l'origine, Medincell est issu d'un laboratoire de renommée mondiale, le CRBA, du professeur Michel Vert à la faculté de pharmacie de Montpellier, puis effectivement a été incubé au BIC. Et puis, les premières années ont été consacrées au développement de la technologie, la mise en place de l'équipe dans les années essentiellement 2009-2010. Et les choses ont commencé à s'accélérer à partir de 2013 avec la signature d'un accord majeur avec le géant pharmaceutique Teva. Autre étape importante, 2018, nous sommes rentrés en bourse sur Euronext. Et puis la dernière, c'est l'approbation de notre premier produit, donc développé par Teva aux États-Unis, un produit en schizophrénie qui va s'appeler Uzedy. Et c'est la première fois que notre technologie va traiter des patients à grande échelle. Très bien, merci. Alors, on va revenir un peu sur l'entrée en bourse, mais un petit peu plus tard. D'abord, est-ce que tu peux nous donner les valeurs de l'entreprise ? À la fondation des belles sociétés, il y a 2 choses très importantes. La vision et les valeurs. La vision de Medincell, c'est une vision de société pharmaceutique humaniste qui veut que ses produits soient déployés pour toutes les populations du monde, pas uniquement les pays riches. Et une vision aussi de modèle d'entreprise où tous les employés sont actionnaires. Mais les valeurs sont fondamentales. Ces valeurs, c'est le respect, ce qui est très important dans un environnement multiculturel. On a plus de 25 nationalités à Medincell. C'est la transparence, la franchise. On insiste sur la force du collectif, le fait que mettre plusieurs cerveaux ensemble, ça décuple le résultat et le rend beaucoup plus robuste. C'est la confiance. Confiance, c'est fondamental. Et ça, c'est permis parce que comme nous sommes tous actionnaires, ça génère de la confiance. C'est l'innovation, bien sûr, mais l'innovation avec un objectif, celui d'avoir, au bout du compte, des médicaments qui soient approuvés et qui puissent traiter des patients. On ne fait pas de la science juste pour faire de la science. Enfin, l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est Darwin. Medincell a démontré une capacité d'adaptation phénoménale. Et puis, dernière valeur, souvent je dis que c'est la plus importante, c'est have fun. Ça veut dire que les gens doivent être heureux, s'épanouir au travail, être heureux
quand il se lève le matin. Eh bien, merci beaucoup. Passons maintenant au vif du sujet. Pourquoi et quand vous avez décidé d'entrer en bourse ? Alors, c'est dû essentiellement à 3 facteurs. D'abord, la société était prête. Elle avait l'équipe en place et les projets pour s'assurer que nous pourrions tenir les promesses faites à une introduction en bourse et exécuter notre plan. Deuxièmement, c'était le moment où nous avions validé notre technologie, démarré un premier essai clinique sur notre produit le plus avancé, et nous pensions qu'il fallait maintenant accélérer notre développement. Et donc, pour faire ces investissements sur des projets internes qui allaient pouvoir décupler notre impact et accélérer aussi la création de valeur, et il fallait des financements. Et ces financements pouvaient être apportés justement par une introduction en bourse. Comment est-ce qu'on se prépare à une entrée en bourse ? Première chose, la plus importante, il faut que la société soit prête. Et puis après, il faut évidemment s'entourer d'experts qui puissent nous accompagner pour réaliser cette entrée en bourse. Donc on avait pris un cabinet de conseil spécialisé qui s'appelle Allegra Finance, qui intervient beaucoup pour accompagner les sociétés dans ces étapes de préparation à l'entrée en bourse. Et puis, donc avec eux, nous avions commencé à préparer la documentation, toutes les étapes nécessaires, jusqu'au moment où on a jugé qu'on était prêt à appuyer sur le bouton. Et là, nous avons choisi des banques d'affaires pour nous accompagner dans les dernières étapes du processus avec des cabinets d'avocats spécialisés. Bon, il y a un travail évidemment significatif à faire. D'abord pour bien articuler la stratégie de la société, la documenter, bien expliquer son potentiel. Et puis une fois que cette étape-là est claire et cette stratégie bien articulée, là, maintenant, il s'agit d'aller dans le côté opérationnel de l'entrée en bourse avec ses conseils et ses banques spécialisées. Combien il faut prévoir pour préparer son entrée en bourse et à quoi ça correspond ce budget ? On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, évidemment. Ça va dépendre du travail qui est nécessaire à faire. Si on compte aussi les efforts nécessaires de structuration de la société, sur les aspects finances, légaux. Donc, c'est ce travail de préparation. Puis, il y a aussi le budget de communication pour commencer à faire connaître la société dans le grand public, les investisseurs potentiels. Et puis après, quand on fait l'introduction en bourse, là, il y a un pourcentage des montants qui est versé en commission en cas de succès aux banques d'affaires, qui est aux alentours de 5 à 7%. Être en bourse, en fait, ça demande à faire une documentation très rigoureuse pour satisfaire aux exigences de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. À partir du moment où on rentre en bourse sur Euronext, on a besoin non plus d'un seul commissaire aux comptes, mais de 2, donc des coûts supplémentaires. Et on estime que ces coûts sont entre 300 et 500 000 euros par an. Les coûts que je cite sont sur la bourse Euronext. Puis si des sociétés envisagent d'aller sur des bourses comme le Nasdaq, là, les chiffres sont d'un ordre de grandeur supérieur, évidemment, notamment par tous les aspects légaux, de protection, ce qu'on appelle liability sur les marchés américains. Alors justement, tu me parles d'Euronext, de Nasdaq. Est-ce que tu peux me préciser un petit peu les différentes bourses qui existent et comment on choisit sa place boursière ? Ça dépend d'abord de la maturité de la société, de sa capitalisation potentielle. En général, les sociétés privilégient évidemment leur place d'origine, les pays dans lesquels elles sont connues. Après, dans la suite de l'histoire, on peut envisager d'aller sur des bourses qui donnent accès à des financements et des montants plus importants que ceux auxquels on peut accéder sur Euronext, et aussi donner accès à des investisseurs internationaux, notamment américains. Et une étape qui est souvent évaluée,
c'est d'aller évidemment sur le marché du Nasdaq. Alors, on verra la suite de l'histoire, évidemment. C'est un scénario auquel mon directeur financier se prépare pour être prêt, le cas échéant, à pouvoir y rentrer si on le décide et si on a besoin de le faire sans avoir à perdre trop de temps. Alors j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les spécificités de l'entrée en bourse en termes de réglementation. Quelles sont les exigences des bourses européennes ? Déjà, c'est d'avoir des comptes financiers qui soient établis de façon extrêmement rigoureuse, qui soient vérifiés par 2 commissaires aux comptes. C'est la publication de ces comptes tous les semestres. Les exigences réglementaires aussi sont la publication d'un document qu'on appelle l'URD, qui chaque année met à jour tous les éléments essentiels de la société, sur sa gouvernance, sur ses projets, évidemment sur aussi ses comptes financiers. Et puis une obligation de publication de tous les événements ou les sujets qu'on appelle matériels. Donc les événements importants de la vie de la société qui peuvent influencer son cours de bourse à la hausse ou à la baisse. Alors, est-ce que tu peux me préciser un petit peu ces événements matériels ? C'est quoi concrètement ? Tout à fait. Alors, je peux donner des exemples de ces 12 derniers mois. On a eu, par exemple, un prêt de 40 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement. Je vais donner un autre exemple. Le 28 avril, événement absolument majeur dans la vie de la société. Uzedy, le produit développé par Teva en schizophrénie avec nos technologies, a eu l'approbation par la FDA pour son lancement commercial aux États-Unis. Donc, événement majeur pour Medincell, mais aussi pour la biotech française. Est-ce qu'il y a des critères sur le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, l'actif du bilan, la rentabilité ? Bien sûr, c'est des critères qui sont pris en compte dans leur ensemble, mais il n'y a pas, sur chacun de ces critères, un niveau ou un chiffre à partir de lequel on peut dire on y va ou on n'y va pas. C'est l'ensemble de ces critères qui font que on peut juger que la société dans son ensemble peut attirer et convaincre des investisseurs, et puis aussi qu'on peut exécuter notre plan. Est-ce qu'il y a un critère ESG pour entrer en bourse ? Il n'y a pas de critère ESG, mais aujourd'hui, les tendances sont telles que d'être une société ESG est un facteur extrêmement important, parce que c'est une tendance de fond. Et dans la crise boursière de 2022, les fonds ESG, ce sont les seuls fonds qui n'ont pas eu de décollecte. Et donc, il y a toujours une grosse tendance de fonds, de création de fonds ESG, ce qui est super parce que ça permet aussi d'avoir un alignement avec nos investisseurs, cette tendance, et puis l'ADN, la vision de Medincell. Comment est-ce qu'on concilie valeur et IPO, entrée en bourse ? Pour moi, notre inquiétude, quand on avait mis ces valeurs très fortes en place, c'était moins de les perdre au moment de l'introduction en bourse que de les perdre avec la croissance de la société. Parce que la croissance de la société, le groupe s'agrandit, la société évolue, la rigueur et l'environnement, le contexte d'une petite start-up où on est 10 n'est pas le même que celui où on est aujourd'hui avec 150 collaborateurs. Et donc, notre crainte, c'était de perdre un peu cet ADN. Et donc, on a mis des mesures en place très fortes pour s'assurer que ces valeurs étaient vraiment vivantes, qu'elles étaient respectées, appliquées. Alors, ce sont des valeurs. Ces valeurs, c'est un objectif. On n'est pas parfait. Et moi non plus, d'ailleurs. Mais ça nous donne toujours une ligne de conduite. Et donc, dans les évaluations maintenant, aujourd'hui, annuelles de chaque collaborateur, il y a 3 thèmes principaux et le 3e, c'est les valeurs. D'accord ? Ces valeurs-là, on les fait évoluer au fil des années. On a des réflexions régulières sur est-ce qu'on reflète toujours les valeurs de la société. On en a rajouté, par exemple, une il y a 3 ans. Et de nouveau, je rencontre personnellement tous les nouveaux collaborateurs de la société pour leur expliquer chaque valeur, ce qu'elle signifie, ce qu'on attend d'eux, et leur expliquer aussi qu'en nous rejoignant, eh bien, ils font partie de l'ADN de la société et que c'est grâce à eux que cet ADN pourra perdurer.
Donc c'est fondamental. Et jusqu'à maintenant, je dois dire que on a réussi vraiment à conserver cette ligne directrice. Et on l'a conservée donc, pour répondre à votre question, pendant l'introduction en bourse, ce qui était extrêmement important. Et on a vraiment, au moment de l'introduction en bourse, essayé d'isoler nos collaborateurs du bruit créé par l'introduction en bourse, pour qu'on continue à se focaliser sur l'exécution, sur les valeurs. Évidemment, il y a eu beaucoup de sujets annexes à traiter avec eux, mais ces valeurs sont toujours clés à Medincel et que c'est vraiment, vraiment des valeurs qui sont fondamentales à la société. Et au niveau des salariés, il y a eu une explication, il y a eu, avant l'entrée en bourse, etc., il y a eu, j'imagine, beaucoup de communication aussi. Est-ce que il y a eu besoin de rassurer les salariés ? Oui, bien sûr. Comme je le disais, l'exécution est importante. Et donc, au moment de l'introduction en bourse, c'est comme le franchissement du Rubicon. Donc, on a vraiment insisté pour avoir l'adhésion de tous nos collaborateurs à ce projet-là. Ensuite, il a fallu faire beaucoup de communication pour expliquer ce que c'était, ce que ça voulait dire. Toutes les actions, tout d'un coup, de nos collaborateurs devenaient ce qu'on appelle liquides. Donc, elles pouvaient être cédées en bourse avec une valeur affichée. Donc, il a fallu faire beaucoup de pédagogie, beaucoup de formation, répondre donc aux inquiétudes. Nous avons fait beaucoup de sessions dédiées, d'explications, et on a associé au maximum les salariés au processus. Et puis d'expliquer aussi que la bourse, c'est du long terme. Donc ça s'est bien passé. Il a fallu faire beaucoup d'efforts parce que l'actionnariat salarié en France n'est pas si répandu que ça. En France, les gens au départ sont dubitatifs sur la valeur de ces instruments, mais la meilleure preuve de concept, ça a été l'introduction en bourse, parce qu'au moment de l'introduction en bourse, on a eu plus de 30 personnes, fondateurs, cofondateurs, salariés, qui sont devenus, sur le papier, demi-millionnaires. Est-ce que, avec Medincel, vous avez réussi à protéger un petit peu le capital en ayant une certaine part en interne ? C'est une question très importante, parce que, effectivement, quand on contrôle le capital, d'abord, on contrôle sa destinée. On est plus à l'abri d'opérations hostiles, parce que le danger d'être en bourse, c'est que quelqu'un puisse faire une acquisition hostile de la société, changer ses valeurs, changer son ambition. Et là, à Medincel, je dois avouer qu'on a fait une chose assez étonnante. On a réussi, jusqu'à l'introduction en bourse, à se financer sans dilution et sans apport d'investisseurs externes, business angel ou investisseurs institutionnels. Et donc, on a eu finalement une stratégie financière assez remarquable qui nous a permis d'avoir tout le contrôle du capital de la société jusqu'à l'introduction en bourse, donc 100%, ce qui aussi nous a permis donc de partager ce capital avec nos collaborateurs. Le système est cohérent et doit être cohérent. Et aujourd'hui encore, les fondateurs, cofondateurs, anciens employés et employés ont plus de 40% du capital. Comment est-ce que vous êtes structuré pour répondre aux exigences de Euronext ? Est-ce que dans l'organisation de la société, vous avez dû recruter pour cette entrée en bourse spécifique ? Est-ce que vous avez formé ? Est-ce que vous avez eu d'autres ressources en interne ? Alors, dans les années précédant l'introduction en bourse, donc on a mis en place toutes les équipes qui nous permettaient de s'assurer de l'exécution opérationnelle. Mais là, effectivement, où il a fallu qu'on rende des compétences spécifiques, ça a été dans les domaines financiers et légaux, pour s'assurer qu'on pouvait répondre aux exigences réglementaires. Et donc, on a aussi beaucoup investi dans la fonction ressources humaines, ce qu'on appelle people à Medincel. Medincel a réussi à attirer du talent de 25 nationalités à Montpellier. C'est un melting pot, Medincel, ce qui était aussi dans notre vision d'origine, parce que c'est cet environnement multiculturel qui casse les barrières psychologiques, qui favorise l'innovation. Et puis aussi beaucoup de formation aussi de nos collaborateurs pour instiller vraiment de la rigueur
dans les plans d'exécution, sur les timelines d'exécution, qui sont pas toujours là au démarrage d'une start-up. Et donc, il a fallu structurer, mettre des processus en place qui étaient largement plus sophistiqués que ce qu'on avait au démarrage de la société. Donc, on a d'ailleurs, avant l'introduction en bourse aussi, recruté un directeur financier qui pouvait nous accompagner dans ces étapes. On a recruté aussi peu après un conseil légal, donc une avocate d'ailleurs qui vient de la Silicon Valley, qui avait vraiment une grosse expérience internationale pour nous accompagner. Donc toutes ces fonctions-là ont été vraiment renforcées. Est-ce que tu peux me donner un petit peu les avantages et les inconvénients que tu vois à l'entrée en bourse? Premier avantage, c'est que ça nous a amené beaucoup de rigueur dans l'exécution, dans le suivi du plan. Ensuite, ça nous a permis d'accéder à des financements. Mais depuis, on a fait, pendant la pandémie, 2 augmentations de capital supplémentaires et on vient d'en faire une 3e, juste au mois de mai. 3e point, ça a permis à tous les actionnaires de Medincell d'avoir des actions tout d'un coup qui deviennent liquides sur un marché. Alors, ça n'a pas été immédiat après l'introduction en bourse, parce qu'il y a une période très longue de ce qu'on appelle de lock-up, dans lequel, évidemment, on n'a pas le droit de vendre nos actions. Ça, c'est toujours une condition nécessaire. Et puis, quand on est en bourse, ça amène beaucoup de visibilité. On est maintenant coté sur un marché public et les investisseurs français, européens, internationaux, américains peuvent investir et acheter des actions de Medincell s'ils adhèrent à notre projet. Du côté négatif, donc, il y a les aléas du marché. Et puis surtout, notre cours de bourse, il n'est pas uniquement fonction de l'exécution du plan et de l'atteinte d'objectifs, mais aussi d'un contexte. Et je vais prendre un exemple. En 2022, il y a eu le pire crack boursier dans le secteur de la biotech en 20 ans. Toutes les valorisations ont été divisées par 2. Et ça a été indépendant des performances des sociétés. Donc, quand on est dans un contexte comme ça, ça rend beaucoup plus complexe, effectivement, l'interaction avec les investisseurs. Ça nécessite de vraiment décupler la communication et puis aussi de l'expliquer à tous nos collaborateurs, évidemment. La bourse, c'est des hauts et des bas, et le cours de bourse, c'est une fonction très complexe d'évolution journalière, macroéconomique, d'événements qui peuvent arriver et tout d'un coup influencer le cours de bourse. Et donc ça, c'est le point négatif d'être en bourse, c'est qu'on est sujet à ces aléas du marché. Alors, dernière question. Quels sont les conseils que tu donnerais à des entrepreneurs qui souhaiteraient entrer en bourse? Toujours, d'abord et avant tout, garder cette ligne de mire d'exécution. Il ne faut pas aller en bourse d'abord si on n'est pas prêt à exécuter. Il vaut mieux attendre. Donc, c'est toujours rentrer en bourse quand on est vraiment convaincu d'abord de la stratégie de la société, de son business model, que ce business model soit avéré, et de notre capacité à exécuter. C'est vraiment fondamental. Il ne faut pas aller en bourse parce qu'on a besoin de fonds, on ne peut pas les trouver ailleurs. Non, il faut aller en bourse parce que c'est une étape majeure dans l'évolution de la société. Et puis, je conseillerais aussi aux sociétés qui veulent s'introduire de rencontrer des entrepreneurs qui y sont allés, de regarder les belles histoires, les histoires qui sont moins belles, de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les contraintes que ça apporte à la société, mais aux dirigeants aussi. Parce que à moi, Christophe Douat, ça a amené des contraintes, des responsabilités très importantes qu'il faut assumer. Et donc, c'est un engagement. Merci Christophe pour ce témoignage complet sur l'expérience de Medincell sur la bourse Euronext. Pour conclure cet épisode, je vous propose de retrouver Bérangère dans les locaux du BIC de Montpellier Méditerranée Métropole. Bonjour Bérangère. Alors on vient d'entendre Christophe concernant l'entrée en bourse et la conservation des valeurs. Est-ce que tu peux nous dire ce que représente une entrée en bourse pour une start-up ?
Dans la vie d'une start-up, la question de l'entrée en bourse va se poser dès le départ pour une start-up qui est amenée à lever des fonds dans la mesure où un investisseur, il rentre dans une société, il veut en sortir, il veut savoir comment il va faire pour en sortir et à quel moment. Pour en sortir, il y a 3 possibilités globalement. Un rachat de ses parts par des fondateurs. Une autre possibilité est un rachat des parts des investisseurs, donc un rachat partiel ou total de l'entreprise par un industriel. Et il y a une 3e possibilité qui est donc le rachat sur les marchés boursiers. Et au niveau de la structuration, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Quand on rentre en bourse, mais c'est le cas dans toutes les levées de fonds, on va avoir des obligations de transparence et des obligations d'exécution d'un plan. Et du coup, on va remettre à plat tout ce qui est dans l'entreprise à tous les niveaux, que ce soit au niveau RH, management, commercial, la stratégie d'acquisition, est-ce que je vais sur de nouveaux marchés ou est-ce que je fais du upselling, voilà, tout doit être repensé, la production aussi. Et donc, c'est un moment de bilan. Et c'est là qu'interviennent les valeurs de l'entreprise. En tout cas, les valeurs de l'entreprise doivent elles aussi être mises à plat. Et c'est ces valeurs qui vont en fait être affichées dans l'entreprise et qui vont impacter tous les choix qui vont être faits dans cette entreprise. Les choix de recrutement notamment. Tous les salariés doivent être alignés avec les valeurs de l'entreprise. Sinon, ça va pas marcher. Donc, il faut bien connaître ces valeurs pour pouvoir faire ses bons recrutements et pour pouvoir faire sa bonne stratégie marché qui va avec ces valeurs. Est-ce que tu peux donner des conseils aux entrepreneurs, start-upers qui auraient envie d'entrer en bourse ? Alors, oui, j'aurais 2 conseils à te donner. L'entrée en bourse, c'est vraiment quelque chose de très formaté. Il faut absolument prendre un conseil spécialisé, bien regarder ce conseil, son track record sur les mêmes places boursières. Voilà, il faut se faire accompagner. C'est pratiquement impossible de se lancer tout seul. Ensuite, moi, ce que je peux conseiller, c'est comme pour une levée de fonds classique, c'est d'avoir un plan B. Peut-être prévoir des prêts bancaires qui vont pouvoir faire tenir la société. Puis, c'est pas qu'au moment où on rentre en bourse qu'il faut que le chiffre d'affaires baisse. Donc, il faut vraiment être très, très bien structuré et prévoir un plan B. Et le conseil que je pourrais donner, c'est surtout discuter avec un maximum d'entrepreneurs qui sont passés par là et qui peuvent donner leurs conseils, leurs témoignages et évidemment écouter notre podcast. Vous l'avez maintenant compris, l'entrée en bourse est une étape importante et complexe dans la vie d'une entreprise. Une préparation rigoureuse, l'accompagnement d'experts et un budget conséquent sont nécessaires pour réussir cette transition. Il est également essentiel de choisir la place boursière qui correspond le mieux aux besoins et aux ambitions de l'entreprise. En gardant à l'esprit ces éléments clés, une start-up peut envisager l'entrée en bourse comme une opportunité de croissance et de développement. Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également nous laisser un commentaire et des étoiles. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très vite. Ce podcast a été produit par LFB Studio et le studio podcast Montpellier pour le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisation Paul Angèle et Bastien Nicolaï.